Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle série que j'avais envie de faire sur les histoires vraies des films tirés d'une histoire vraie. Et on commence avec le premier épisode, L'échange de Clint Eastwood, un très grand film, tragique certes, mais qui est le reflet d'une véritable histoire qui s'est passée il y a 90 ans. Le scénariste a déclaré qu'il avait utilisé plus de 7000 éléments d'archives pour obtenir un scénario qui soit à 95% véridique. Mais on va voir ça ensemble. Et on va voir que c'est pas forcément vrai. J'ai énormément travaillé sur cette vidéo, je voulais que tous les éléments que vous allez voir soient véridiques. D'autres youtubeurs ont bien sûr parlé de cette affaire, mais il y a des fois j'ai repéré des erreurs énormes, du genre, je vous dirai ça après. Donc vraiment, j'ai potassé à mort cette vidéo, croyez-le. Donc je vais pas vous lister les éléments manquants ou déformés qui sont dans le film, mais plutôt vous raconter l'histoire de A à Z comme elle s'est véritablement passée. Et pour ce faire, j'ai une tablette à la main parce que c'est quand même une très grosse vidéo, et qu'on a de quoi faire. Je vous préviens, le film en lui-même est plutôt édulcoré et je vais éviter de m'étaler sur les détails gore parce qu'on parle quand même de meurtre et de viol d'enfants. Ce qui a tendance à m'énerver. Oui, je suis une personne normale. I believe. Et notre histoire commence à Los Angeles le 14 décembre 1888 avec la naissance de Christine Collins. À cette époque, Los Angeles est une petite ville. Il paraît même que les premiers studios hollywoodiens devaient être protégés par des canons et des mercenaires contre les Indiens. Car à cette époque, Hollywood et Los Angeles sont deux villes différentes, séparées par 11 km de champs d'agrumes. Car Los Angeles, avant de devenir une sorte de capitale américaine du cinéma, était avant tout la capitale de l'orange. Sur cette autoroute à 8h du mat, quand tu boiras ton jus d'orange en Espagne, tu y penseras. Mais l'année prochaine, parce que là c'est la rentrée. Revenons à Christine Collins, qui durant sa vie épouse Walter J. Collins, qui s'appelle en fait Walter Joseph Hanson et qui lui a caché la vérité sur sa vie et sur son nom. J'ai pas trouvé grand chose sur le père, mais grosso modo, il était pas net, et de toute manière, il était en prison lors de la disparition du petit Walter Collins le 10 mars 1928. Presque 10 ans après sa naissance, en septembre 1918, Walter Collins prend son dernier petit déjeuner chez lui. C'était un samedi. Son père est en prison, sa mère l'élève seule, ce qui est assez mal vu à l'époque. Et ce matin-là, sa mère doit aller travailler. Lui n'a pas école, alors elle lui donne un peu d'argent pour qu'il puisse aller au cinéma, et elle s'en va en lui promettant de revenir le soir. Et c'est bien sûr là que le film commence. Et c'est aussi là qu'arrive le grand méchant de notre histoire. Je vous présente maintenant le plus grand mage noir de tous les temps, Tom Elvis Jedusor. Celui qui a réussi à créer un maître anneau pour les gouverner tous. Eh franchement, ça le fait ou pas? Franchement, hein? Tars, quel est le paramétrage humour de la vidéo? 90%. Ouais, on va descendre à 75, merci. Ce mec, c'est Voldemort IRL. Non mais regardez, on essaye d'autres photos, essayons celle-là. Celle-là, non. Celle-là. Ouais, non, il y a vraiment un truc qui va pas chez lui, hein. Gordon Stewart Northcott sera le grand méchant de notre histoire qui commence véritablement 2 ans plus tôt, en 1926. Bon, pour faire court, je vais l'appeler Gordon. Comme ça, ce sera plus simple. Ah ouais, mais Gordon, non, ça me casse le mythe du vrai Gordon, en fait. Ah ouais, non, ça casse tout. Mais on va pas l'appeler Gordon, on va l'appeler Stewart. C'est un Canadien immigré aux États-Unis qui habite à Los Angeles avec sa mère et son père. Il a 20 ans et souhaite avoir son propre ranch pour pouvoir vendre des produits de la ferme. Il achète donc un ranch au milieu du désert, pas loin de Los Angeles, et il demande donc à son neveu de 13 ans, qui lui est toujours au Canada, de venir le rejoindre pour l'aider à construire un poulailler, à construire la ferme et à lancer tout ça. Son neveu s'appelle Sanford Clark et c'est celui qui nous donnera le fil rouge de tout ce qui se passera dans ce ranch. Il a 13 ans lorsqu'il arrive au ranch, il y restera 2 ans. Sanford ne sait pas vraiment pourquoi Stewart a quitté précipitamment le Canada avec sa mère et son père. Mais apparemment il avait eu des ennuis avec les voisins car il avait tendance à être méchant avec leurs enfants. En plus tout le monde sait dans la famille que Stewart veut devenir pianiste, alors tout le monde se demande un peu pourquoi il s'enterre dans le désert avec des poules. Sanford, lui en tout cas, ne sent pas trop ce voyage, il ne veut pas y aller, mais il est obligé par sa famille. Il a 13 ans, il doit devenir un homme, il doit savoir ce que c'est que de travailler de ses mains, donc il est envoyé dans une ferme comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Mais dès l'arrivée de Sanford à la ferme, Stewart le frappe, juste pour le fun, tous les jours. Et Stewart finit par violer Sanford dans le poulailler à peine 1 semaine après son arrivée. Quelques heures plus tard, il ramènera un petit enfant de 11 ans, un petit Mexicain qui ne parle pas anglais, qui l'attachera à un poteau dans le poulailler et qui lui servira d'esclave sexuel pendant 1 semaine, avant qu'il ne décide de décapiter l'enfant et de déposer le corps un peu plus loin sur une route. Il gardera la tête comme trophée et on en reparlera un peu plus tard. Sanford Clark passa donc 2 ans avec ce taré dans cette ferme. Il décrit Stewart comme un taré qui adore la violence, et Stewart passe aussi son temps à lui faire peur en lui disant qu'il deviendra une pute en prison si jamais il s'enfuit ou si jamais il en parle aux flics. Car de base, il est immigré illégalement aux États-Unis, donc il n'a pas le droit d'être là. Mais Sanford voit très vite que s'il travaille bien au poulailler, qu'il ne se défend pas lorsqu'il se fait battre ou violer, alors Stewart ne s'acharne pas sur lui. Sanford nous livre ainsi un témoignage au cœur même des massacres. Il décrit Louise, la mère de Stewart,
Stewart comme quelqu'un qui voue une dévotion hyper malsaine envers son fils. Stewart, lui, durant ses 2 ans, écrira des lettres à la place de Sanford à ses parents, pour leur faire croire que tout va bien, qu'il veut rester, que tout se passe bien, qu'il est devenu un homme, mais Sanford n'écrira jamais ses lettres. Sanford passera ainsi 2 ans à la ferme, à faire toutes les tâches ménagères, à entretenir le poulailler, à peu près tout faire, car Stewart, lui, n'aime pas du tout ça, il n'aime pas les travaux manuels, il préfère faire du piano chez lui. Et Sanford s'occupa également de donner à manger aux enfants. Il y en a à peu près un par mois qui est là. En général, au bout d'une semaine, Stewart se lasse, il tue l'enfant, le découpe en morceaux et disperse tous ses restes dans le désert. C'est à peu près comme ça à chaque fois que ça arrive. Sanford a très vite arrêté de compter, à partir d'une vingtaine, il a dit. Donc on ne saura jamais combien d'enfants il y a eu, on ne sait pas non plus s'il y a eu des enfants au Canada qui ont été violés ou tués. Il nous raconte aussi qu'une fois, il arrive à s'enfuir durant la nuit, qu'il se retrouve au milieu du désert tout seul, mais préfère revenir à la ferme car il a peur que personne ne croie à son histoire, et aussi il a très honte de s'être fait violer. Il retourne donc dans la ferme, va se coucher dans la maison, mais est réveillé 1 heure plus tard avec une casserole d'eau bouillante que Stewart lui lance sur le dos. Il gardera ainsi des séquelles toute sa vie, des traces de brûlures qu'il aura dans tout le dos. Je vous ai déjà parlé de la mère, mais les grands-parents viennent quelques fois à la ferme. Donc c'est les 2 parents de Stewart, ils viennent quelques fois, ils y passent une nuit. Et c'est assez bizarre parce qu'ils savent très bien qu'il y a des enfants dans le poulailler, mais ne disent rien, n'en parlent pas. Ils entendent très bien les enfants hurler toute la nuit, mais ne font rien. Il y a même un soir où le grand-père sort de la maison pour hurler aux gosses dans le poulailler de la fermer. Donc on est sur une famille pas très safe, hein. Et voici donc la ferme comme elle était à l'époque. Donc là c'est la maison, là le hangar, et là le poulailler où sont enchaînés la plupart du temps les enfants. Mais revenons maintenant à la disparition de Walter Collins le 10 mars 1928. Il a été vu à 17h pour la dernière fois par un voisin. Le père qui est détenu en prison pense que c'est une vengeance d'anciens détenus de la prison car il a dénoncé plusieurs infractions. Et il est donc considéré comme une balance. À ce moment-là, la police de LA est sous surveillance, car il y a déjà eu des scandales de corruption, c'est même devenu monnaie courante. Et leur incapacité à retrouver l'enfant leur met très vite la pression. Surtout que ce n'est pas le premier, dans la région il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent et qui ne sont jamais retrouvés. Et Christine de son côté est désespérée car étant une femme, elle n'est absolument pas prise au sérieux. À cette époque, les femmes elles sont là pour faire la cuisine, le ménage et s'occuper des enfants. Les métiers pour les femmes sont très rares, elles peuvent être secrétaires ou assistantes et c'est tout. Et une femme qui vit seule avec un enfant, c'est très mal vu. Donc la police, elle fouille partout mais elle n'arrive pas à retrouver Walter Collins. Il fouille même le lac qui est à côté mais rien du tout. Et c'est là que les choses vont un peu changer par rapport au film. Ce même jour, le jour de la disparition de Walter Collins, Stewart revient à la ferme avec un enfant de 9 ans qui dit s'appeler Walter Collins et qui demande à retrouver sa mère parce que sinon sa mère va s'inquiéter, il demande à partir. Walter, lorsqu'il n'était pas à l'école, allait souvent au cinéma ou alors dans l'épicerie du coin. Et c'est justement dans cette épicerie que Stewart travaillait à mi-temps. Il avait promis à Walter une balade à cheval si jamais il acceptait de le suivre jusqu'à sa ferme. Non mais pensez-y, parce qu'un jour vous allez au Franprix et en fait en face de vous, vous avez un tueur en série, donc c'est pas top, hein. Et donc ce jour-là, maintenant que les présentations sont faites, il ordonne à Stewart d'insonoriser le poulailler, ce qui n'avait jamais été fait jusque-là. Donc Sanford empile des sacs de grains contre les parois des murs, puis il plante un pieu en plein milieu du sol auquel sera attaché Walter Collins. Et tout ça, c'est les ordres de Stewart, hein. Comme Stewart il aime pas faire les choses lui-même, il délègue. Sanford dit qu'il regrette énormément, mais que d'un autre côté, il n'avait pas vraiment le choix. Si jamais il disait non, il se faisait violer, tabasser. Et au bout d'un an, lorsque les enfants arrivent, en fait, il ressent comme un espèce de soulagement, car il sait que pendant au moins une semaine, il ne sera plus le souffre-douleur de Stewart. Et ça, il s'en veut énormément de rien pouvoir faire, mais il a 15 ans à cette époque-là, il ne peut rien faire, il est tout seul. Et là, on va s'arrêter donc sur Louise et la mère, qui est peut-être la pire des deux. Je sais pas. Et on va voir que sa mère, Louise, décide justement de rendre visite à son fils la fameuse semaine où le petit Walter Collins est là. Et ce soir-là, elle découvre le petit Walter Collins attaché dans le poulailler, avec qui elle discute. Elle revient dans la maison et engueule Sanford. Oui, Sanford. Elle engueule Sanford parce qu'il aurait très mal fermé la porte. Et se met à engueuler son fils Stewart. Pour la première fois, elle l'engueule, mais vraiment durement, sur le fait que la porte du poulailler était mal fermée et que le gosse pouvait s'enfuir et ameuter les flics. Non mais je vous jure, c'est une famille de tarés. Elle l'engueule et elle lui dit qu'ils ont dû quitter le Canada à cause de lui, à cause de ses goûts douteux, qu'il continue de prendre des risques d'aller en prison à cause de ce genre de choses qu'il fait. Et donc, comme elle est saine d'esprit, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va appeler la police? Tu crois? Hein? Elle va appeler la police? Non? Elle propose tout simplement de tuer le petit à la hache. Et que chacun donnera un coup de hache, comme ça tout le monde sera fautif et personne n'ira voir les flics. Je vous jure, c'est véridique. Ainsi, ce soir-là, ils vont tous les trois dans le poulailler.
Louise donnera le premier coup de hache sur la tête du petit Walter Collins qui dort à ce moment-là, heureusement. Sandford, lui, donnera également 2 coups, mais sous la menace, car Stewart et Louise lui disaient « Si jamais tu mets pas de coup de hache, bah c'est toi qui t'en prends une ». Et Stewart sera le dernier, il donnera lui 3-4 coups sur le corps du gosse et ce sera ensuite Sandford qui ira enterrer le petit. Le petit Walter Collins sera ainsi assassiné au bout d'une semaine, par une famille de tarés. Plusieurs mois passent et Stewart s'amuse très souvent à montrer la photo de Walter Collins à Sandford pour lui faire peur, pour lui rappeler le drame et aussi pour lui rappeler que si jamais il en parle à la police, bah il est aussi fautif et il sera aussi pendu comme les autres. Donc en fait tout ce qui intéresse Louise c'est que son fils n'aille pas en prison. C'est assez horrible ou alors peut-être qu'elle acceptait tout, je sais pas trop, mais en fait tout était fait pour qu'il n'aille pas en prison et qu'il soit protégé. Quelques mois passent et le 16 mai 1928, c'est la disparition des frères Lewis et Nelson Winslow à Pomona, qui sont âgés respectivement de 12 et 10 ans. Stewart ramène pour la première fois à la ferme 2 enfants en même temps qu'il enfermera dans le poulailler et il ordonnera directement à Sandford de creuser 2 tombes. Mais à peine les frères sont arrivés que le soir même, Stewart les tue dans le poulailler à coups de hache. Sandford, quant à lui, commence à se dire qu'il va mourir ici. Il a vu défiler une vingtaine de gamins avant qu'il arrête de compter. Et pourquoi il a arrêté de compter ? Tout simplement parce que c'est trop horrible pour lui. Des gosses à qui il aurait pu donner son aide, mais en fait il ne peut pas. S'il veut rester en vie, il ne peut pas le faire et en fait il ne peut pas vraiment les aider. Stewart est beaucoup trop fort. Et on arrive à août 1928. Vous allez voir ce mois-là, le mois d'août, il va se passer énormément de choses. Et c'était il y a 93 ans maintenant. Dans l'Illinois, un jeune garçon est arrêté et prétend s'appeler Walter Collins. Donc vous vous en souvenez, c'est le faux Walter Collins qu'on voit dans le film. Christine Collins est très vite mise au courant que cet enfant est à l'autre bout du pays, que c'est possiblement son fils. Donc elle avance directement les $1000 pour qu'il puisse traverser en train le pays et la rejoindre. La police est très heureuse que ça se finisse bien. Enfin une affaire qui se finit et auquel l'enfant est retrouvé, qui veulent se faire de la pub, ils veulent redorer leur image. Alors comme dans le film, ils invitent tous les journalistes à venir voir le Walter Collins descendre du train, ainsi que Christine puisque ça fait 5 mois qu'elle attend son fils. Ainsi, ce jour-là, le faux Walter Collins descend du train et Christine Collins remarque directement que ce n'est pas son fils et le dit directement à la police. Elle ne veut pas être prise en photo puisque ce n'est pas son fils. La police ne la croit pas du tout, elle fait pression sur Christine Collins pour qu'elle fasse au moins une photo avec l'enfant pour que les journalistes soient contents, mais elle clame que ce n'est pas son fils et la police ne la croit pas. La police dit à Christine que c'est sûrement à cause de l'événement tragique qu'elle n'arrive pas à reconnaître son enfant. Christine était obligée de ramener l'enfant chez elle pour l'avoir au moins quelques jours pour en quelque sorte le bêta-tester si vous voulez. Car la police insiste vraiment sur le fait qu'il doit rester plusieurs jours, que ça lui reviendra à Christine, que de toute manière, plusieurs mois se sont passés, l'enfant a grandi, etc. Bon, on a vu ça dans le film. Ainsi, elle l'emmène chez elle. La police interroge tout de même l'enfant pour savoir comment il a réussi à s'échapper, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais l'enfant ne dira jamais rien. Tout simplement parce qu'il n'a rien vécu. Christine, pour prouver que ce n'est pas son fils, utilise le dossier dentaire de son fils pour prouver ses dires. Mais Monsieur Jones, qui s'occupe de l'affaire, ne veut pas la croire. Dans son bureau, le ton monte et il finit par appeler des renforts et ils envoient Christine Collins dans un hôpital psychiatrique. C'est ce qu'ils appellent le code 12, c'est pour les personnes difficiles à gérer, ou tout simplement les personnes qui ne sont pas d'accord avec la pensée unique. Et au bout de 10 jours, Christine Collins est libérée de l'hôpital psychiatrique car le petit a avoué. Il ne s'appelle pas Walter Collins, mais il s'appelle en fait Arthur Hutchins. Il dit qu'il a vu la photo de Walter Collins dans un journal, qu'il a remarqué la ressemblance entre les deux, que Walter Collins habitait Los Angeles, et que ça tombait bien parce que son rêve c'était de devenir une star. Donc il s'est dit, je vais me faire passer pour Walter Collins, comme ça je pourrai devenir acteur. Ainsi Arthur Hutchins s'est immédiatement envoyé dans sa famille dans l'Iowa. Il a écrit en 1933 comment et pourquoi il avait pris le rôle de Walter Collins. En fait la mère biologique d'Arthur est morte alors qu'il n'avait que 9 ans, et il a choisi de faire semblant d'être Walter Collins pour échapper à sa belle-mère Violette. Ainsi Arthur passe un mois entier à la rue avant d'être arrêté par la police et être interrogé. Et c'est là qu'il dira qu'il s'appelle en fait Walter Collins. Après être rentré dans sa famille, Arthur est envoyé directement dans une école de garçons dans laquelle il restera pendant 2 ans. Un peu plus tard, lorsqu'il est devenu adulte, il est revenu en Californie pour devenir jockey. Et il est mort en 1954 en laissant une femme et une fille. Christine Collins, elle, sort au bout de 10 jours de l'hôpital psychiatrique et elle porte immédiatement plainte contre la police de Los Angeles. Elle poursuit ainsi l'inspecteur Jones et cette affaire de corruption crée vraiment un scandale retentissant, contraignant à la démission du capitaine Jones, ainsi que du chef de la police. Christine Collins, elle, gagne son procès et aurait dû recevoir $10 800 de compensation, mais qu'elle ne recevra jamais. Mais pendant ce mois d'août, qu'est-ce qui se passe à la ferme ? Stewart s'amuse comme il peut. Il a monté un plan concernant une famille voisine, parce qu'ils ont 4 garçons. Donc il veut que Sandford attire les 4 garçons à la ferme en leur promettant qu'il y a des lapins, pendant qu'il pourra tuer la femme et le père.
Mais cette fois-ci, c'en est trop, Sandford n'en peut plus, il ne veut pas participer à la mort d'une famille entière. Donc il dit non, il refuse pour la première fois, et que fait Stewart ? Il lui met un coup de pelle sur la tête et l'attache avec une chaîne dans le poulailler. Mais fin août 1928, arrive la sœur de Sandford à la ferme. Ça fait plusieurs mois qu'elle s'inquiétait pour son frère. Elle n'avait pas eu l'argent pour se payer le voyage jusque-là. Elle s'inquiétait pour lui, elle voyait les lettres, elle ne reconnaissait pas trop son frère là-dedans. Elle avait un mauvais pressentiment, elle s'inquiétait, donc elle est venue. Et tout de suite, Sandford lui explique tout ce qui se passe. Et c'est plutôt horrible. Sandford lui raconte les viols, les meurtres, les enfants qui passent. Jessie a beaucoup de mal à y croire, mais c'est son frère, alors elle le croit. Et aussi, en même temps, il y a d'autres preuves, comme toutes les traces de brûlures dans le dos de son frère. Et lorsque Stewart arrive ce jour-là, il fait semblant qu'il ne s'est rien passé, que son frère ne lui a rien dit, et Stewart en plus s'amuse à faire des blagues sur des possibles cadavres enterrés dans le jardin. Donc c'en est trop, elle envoie Sandford chez un ami de la famille qui habite pas loin, mais Stewart débarque et ramène Sandford de force jusqu'à la ferme. Jessie s'interpose, mais elle se prend un violent coup de poing, donc elle comprend tout de suite que si jamais elle continue, ce sera la prochaine victime. Ainsi, Jessie repart au Canada, mais avant ça, elle donne un billet de train à son frère, à Sandford, pour lui dire de vite la rejoindre au Canada dès qu'il peut, qu'il s'enfuit, qu'il prenne le premier train. Donc elle rentre au Canada, elle informe le consul de tout ce qui se passe, des horreurs dont on lui a parlé, le consul en parle à la police de Los Angeles. Et la police de Los Angeles, comme je vous rappelle, Sandford est immigré illégalement, la police de Los Angeles, qu'est-ce qu'ils font ? Ils appellent le service d'immigration. Juste après le départ de Jessie, Stewart et Louise vont directement à la ferme pour faire disparaître toutes les preuves. Et le 30 août, les inspecteurs Shaw et Scarlorn du service d'immigration des États-Unis visitent le ranch de Northcott. Et ils trouvent bien sûr le jeune Sandford qui a 15 ans. En fait, Stewart et Louise ont vu la police arriver de loin et ont ordonné à Sandford de ne rien dire pendant qu'il s'enfuit à pied. Et au bout de quelques jours, Sandford finit par tout avouer à la police. Tout comme dans le film, il avouera tout. La police ne le croira pas sur le coup. Il pense que c'est juste un gamin qui veut encore détruire la réputation d'un adulte. Mais bon, dans le doute, ils vont quand même lui montrer toutes les photos d'enfants disparus depuis 15 ans. Il en reconnaîtra plus de la moitié. Les inspecteurs ne sont toujours pas convaincus par sa version, donc ils ordonnent à Sandford de le suivre. Ils retournent à la ferme et ils ordonnent à Sandford de déterrer les corps. Donc là, on parle des seuls corps que Sandford a enterrés, c'est-à-dire le petit Walter Collins et les deux frères. Et tout comme dans le film, ils voient ce gamin de 15 ans qui commence à creuser. Ils ne trouveront finalement que des fragments d'os, parce que de la chaux avait été utilisée pour détruire les corps. Et également parce que Stewart et Louise s'étaient occupés de faire disparaître les corps avant que la police arrive. Et dans le hangar, ils trouvent aussi tout un tas d'affaires appartenant à des scouts, notamment cette casquette qui appartenait à Nelson Winslow. C'est son père qui confirmera que c'est bien sa casquette. Et pour finir, il trouve aussi la fameuse hache qui, elle, est toujours tachée de sang. Ce sont les circonstances de cette découverte qui donnent son nom à cette affaire, les meurtres du poulailler de Wayneville. Stewart ainsi que sa mère également en fuite sont finalement retrouvés au Canada et arrêtés. Sandford Clark accuse Stewart Northcott d'avoir enlevé, tué, violé et découpé 3 jeunes enfants. Il ajoute aussi que Northcott a également tué un jeune Mexicain de 11 ans qui n'a jamais été identifié. Stewart aura également forcé le jeune Sandford à l'aider à faire disparaître la tête du petit Mexicain dont je vous avais parlé tout à l'heure. D'abord en la brûlant, puis en la fracassant en plusieurs morceaux à l'aide d'un poteau de clôture. Stewart avouera plus tard avoir laissé le corps du jeune Mexicain sans tête un peu plus loin sur la route. Et c'est effectivement là que le corps fut retrouvé, mais la tête n'a jamais été retrouvée. Le 19 septembre 1928, Stewart et sa mère Louise sont arrêtés au Canada et ramenés aux États-Unis de force. Et Stewart n'avouera jamais vraiment quoi que ce soit en fait, il alternera, des fois il avouera 9 meurtres, d'autres fois il dira qu'il est absolument innocent, d'autres fois il dira que c'est Sandford qui a tué tout le monde, ou que d'autres fois c'est ses parents qui ont tué tous les enfants. Donc le 19 septembre 1928, Stewart et Louise sont ramenés de force aux États-Unis pour qu'ils aient un procès. Et 3 mois plus tard, le 31 décembre 1928, Louise Northcott, elle, plaide coupable pour le meurtre de Walter Collins. Très bonne année à elle. Et pourquoi elle plaide coupable ? Tout simplement parce qu'elle veut protéger son fils, donc c'est un mort de moins, qui pourra peut-être éviter la chaise électrique à son fils. Elle n'essaiera absolument à aucun moment de se défendre durant le procès, elle dira toujours que c'est la faute de Sandford, que elle-même a tué le petit Walter Collins, mais que tous les autres c'est la faute de Sandford et que Stewart n'est absolument en rien là-dedans. Elle est condamnée à prison à vie, elle évite ainsi la chaise électrique grâce au fait que c'est une femme. Apparemment, il n'y avait que les hommes à l'époque qui avaient droit à une chaise électrique. Elle accomplit ainsi sa peine en prison, mais ne fera pas de perpétuité, elle y restera seulement 11 ans et sera libérée, et elle mourra avec son mari en 1934. Et à leur mort, ils avaient décidé de tout léguer à la mère de Sandford. Comme quoi, Sandford n'avait pas forcément
tuer tout le monde. Nous sommes maintenant au tout début de l'année 1929, il ne reste plus que le procès de Stewart à faire, Christine Collins lui rendra visite plusieurs fois, mais il n'avouera jamais, il dira toujours qu'il est innocent, et ça ira dans le sens de Christine Collins qui, elle, ne veut pas qu'on lui dise que son fils est mort. Stewart avouera quand même certaines choses, il avouera qu'il entretient depuis toujours une relation incestueuse avec sa mère et avec son père, et même que sa mère l'habillait en petite fille jusqu'à ses 11 ans. En général, on remarque chez les meurtriers, chez les violeurs, qu'ils avaient déjà subi ça étant petits. C'est en fait une réalité qu'ils ont apprise étant petits. Pour eux, un peu, ça semble limite normal parce que c'est quelque chose qu'ils ont appris. Mais bon, à mon avis, là, le Stewart, il était quand même bien atteint. Hein. Donc, début de l'année 1929, le procès de Gordon Stewart démarre et a lieu devant le juge George Freeman en Californie. Stewart est accusé d'avoir enlevé, tué, violé, torturé et assassiné 3 jeunes enfants. Donc on parle des 2 frères Winslow, ainsi que du Mexicain sans tête. Mais pourquoi pas les autres, notamment Walter Collins? Tout simplement par manque de preuves. Ils auraient pu mettre 30 gamins dans l'affaire, mais malheureusement il n'y avait pas assez de preuves. Comme je vous le disais, il y a très peu de corps qui ont été retrouvés. Et Stewart tiendra là en fait la plus grande représentation de sa vie, lui qui voulait être pianiste, lui qui voulait aussi être acteur, être reconnu, il est sous le feu des projecteurs et il va en profiter durant tout le procès. Son avocat Stewart veut plaider la folie pour éviter la chaise électrique. Stewart refuse car ce serait un peu avouer que c'est lui qui a tué les enfants. Pour lui, il est totalement innocent, donc il décide de virer son avocat et de se défendre lui-même alors qu'il n'a aucune compétence là-dessus. Et son arrogance est vraiment au-dessus de tout. Il est repris plusieurs fois par le juge parce qu'il ne fait pas les choses comme il faut, parce qu'il parle de lui, parce qu'il s'étale, parce que tout un tas de choses. Je vous passe les détails un peu inutiles. Le juge fait aussi intervenir la mère, Louise, pour qu'elle donne sa version des faits, mais celle-ci met son fils sur un piédestal, que son témoignage n'est pas vraiment utile parce qu'elle ne donne aucun détail, tout ce qu'elle dit c'est que son fils est innocent et qu'il ne doit pas aller en prison. Comme je vous le disais, l'accusation décide très vite durant le procès d'éliminer l'accusation pour le meurtre de Walter Collins, par manque de preuves tout simplement. Même si on estime qu'il a tué possiblement plus d'une vingtaine d'enfants, il ne peut être condamné que pour 3 d'entre eux. Et le 8 février 1929, le procès se termine au bout de 27 jours et Stewart est reconnu coupable de meurtre. Apparemment, lors de la sentence, il ne rigolait plus du tout, il tremblait de partout, il faisait peine à voir. Pendant des mois, il jouera la comédie pour faire reculer le jour de sa pendaison. Et un soir même, il joue les hystériques complets, casse les meubles de sa chambre, casse le lit, il sera envoyé à l'hôpital psychiatrique, il fera genre qu'il est fou, mais à l'hôpital psy, ils seront pas d'autodupes, ils diront directement « Non, mais il joue la comédie là, votre gars ». Du coup, il sera renvoyé en prison. Donc, plein de fois, il va faire ça pour faire repousser toujours plus loin la date de sa pendaison. Mais le 1er octobre 1930, au dernier soir de sa vie, puisqu'il va se faire pendre le lendemain, il avouera quand même les meurtres des frères Winslow et indiquera où sont enterrés donc les corps ainsi que la tête du petit Mexicain. Mais malheureusement, comme je vous le disais, on ne les retrouvera pas parce que c'était pas encore le bon endroit. Jusqu'au bout, il a même pas voulu que ses victimes puissent se recueillir, puissent avoir un corps, puissent faire le deuil. Et jusqu'à une demi-heure avant sa pendaison, il dira qu'il veut tout avouer, qu'il lui faut quelques jours supplémentaires pour pouvoir tout dire, tout indiquer. Donc on lui dira, bah vas-y, qu'est-ce que t'as avoué? Et jusque-là, jusqu'à la fin, il dira qu'il est innocent, que tout est de la faute de Sanford. Et c'est le 2 octobre 1930 à 10h09 que Stewart est pendu en prison devant 140 personnes. Ses dernières paroles furent « Ne me pendez pas ». Je trouve ça quand même affreux de finir comme ça. Apparemment, il a été traîné jusqu'à la potence. Il avait 22 ans. Je trouve ça très triste comme vie en fait. Il est déclaré mort 10 minutes plus tard à 10h21. 5 ans après l'exécution de Stewart, un des enfants qu'il avait normalement kidnappé et tué refait surface. Cet enfant explique qu'il a été dans le poulailler avec d'autres enfants et qu'il a réussi à s'échapper à un moment donné. Et que dans les autres enfants, il y avait un certain Walter Collins. Il déclare tout ça, comme à la fin du film L'échange, et Christine Collins reprend espoir. Elle se dit peut-être que mon fils est vivant. Mais ça pose plusieurs problèmes puisque selon Sanford, il n'y a eu qu'une seule fois plus d'un seul enfant dans le poulailler, c'était avec les frères Winslow. Et à aucun moment des enfants avaient pu s'échapper en fait. Donc c'est un peu bizarre. Et la maison de Northcote dans tout ça est toujours debout aujourd'hui. Elle est plus au milieu du désert vu qu'il y a tout un tas d'habitations maintenant, mais elle est toujours debout, il n'y a que le poulailler et le hangar qui ont été détruits. Cette maison en fait elle me rend un peu triste, ça se voit clairement que les gens qui habitent dedans c'est des gens qui sont très pauvres et qui sont au courant de ce qui s'est passé dans cette maison. Ils sont au courant puisque sur Google Street View on voit l'évolution à partir de 2008-2009 lorsque le film est sorti au cinéma. Ils ont construit des arbres pour cacher la maison, pour plus qu'elle soit reconnaissable de la route. Mais aussi on peut en conclure que sur tout ce terrain là, il y a possiblement des ossements d'enfants un peu partout. Donc si j'habitais là, j'éviterais de creuser je pense.
En conclusion, le film prend quand même certaines libertés avec les faits, puisqu'ils ont complètement ajouté la fuite de Walter Collins et des frères Winslow, qui n'est en fait jamais arrivée. Ça, c'est si on s'en tient à un témoignage d'un gamin qui a 13 ans et qui nous raconte ce qui s'est passé il y a 5 ans en arrière. Ça s'est passé il y a 5 ans pour toi, tu te souviens qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Walter Collins dedans, que les deux gosses s'appelaient les frères Winslow. Je suis d'accord que c'est traumatisant, mais ils étaient très très jeunes quand même. Donc j'ai beaucoup de mal avec son témoignage. Pour moi, il n'est pas véridique, je retiens uniquement le témoignage de Sandford. Ils estompent aussi complètement le témoignage de Sandford concernant le meurtre à 3 de Walter Collins, et oublient aussi Louise, la mère de Stewart, qui a été condamnée pour le meurtre de Walter Collins quand même. Je pense que Clint Eastwood nous a caché certaines choses pour qu'on puisse être totalement du point de vue de Christine. Ainsi, même si le spectateur y croit être omniscient avec les histoires parallèles, c'est-à-dire avec l'histoire de Christine Collins et tout ce qui se passe à la ferme, mais en fait il y a certaines choses qu'on lui cache pour ne pas qu'il s'imagine autre chose. Parce que s'il y avait eu le témoignage de Sandford concernant Walter Collins, s'il y avait eu le procès dans le film, s'il y a eu tout ça, on n'aurait absolument pas eu le doute à la fin du film à se dire est-ce qu'il est vivant ou pas. De ce fait, à la fin du film, le spectateur, tout comme Christine Collins, garde espoir. En fait, j'aurais pu faire une vidéo explication sur la fin de ce film. Et j'en profite pour vous dévoiler également 3 erreurs qui se sont glissées dans le film. L'histoire se déroule dans les années 20, mais on peut voir une femme qui reçoit un traitement aux électrochocs. Pourtant, ce procédé ne devient pas un traitement psychiatrique avant au moins 1937, et il n'est introduit aux États-Unis qu'en 1940. Deuxième erreur maintenant, c'est que à cette époque-là, les téléphones ne sonnaient pas. Christine Collins s'est montrée plusieurs fois au téléphone dans sa maison, et plusieurs fois le téléphone sonne. À cette époque-là, le téléphone ne sonnait pas, il fallait rajouter un sonneur, c'est-à-dire une grosse boîte qu'on mettait à côté qui, elle, était là pour sonner quand un appel arrivait. Les sonneurs intégrés au téléphone sont apparus un peu plus tard. Troisième erreur, le soir de la disparition de Walter Collins, celui-ci voulait voir une émission, Amos and Andy, qui n'a en fait commencé à être diffusée que le 19 mars 1928, c'est-à-dire quasiment 10 jours après sa disparition. Pour finir, une petite dernière, à la toute fin du film, on est en 1935, et Christine Collins est au téléphone et elle parle de la retransmission de la cérémonie des Oscars à la radio. Pourtant, à cette époque-là, c'était pas le cas. Finissons maintenant un peu notre histoire. Le 1er novembre 1930, la ville Wineville change de nom pour s'appeler Mira Loma. Tout simplement parce que tout le monde connaît le nom de Wineville maintenant et que ça a un rapport avec tout un tas de meurtres d'enfants. Et en 1964, un 8 décembre, Christine Collins meurt à l'âge de 75 ans à Los Angeles. Et comme dit dans le film, elle aura gardé l'espoir toute sa vie de pouvoir revoir son fils. Et toi, t'en penses quoi alors ? T'en penses quoi de cette histoire ? Parce qu'au final, quasiment toute l'affaire tient grâce au témoignage de Sandford, non ? Quasiment aucun corps n'a été retrouvé, il y a très peu de preuves, quelques indices par-ci par-là, il y a une mère qui a avoué pour son fils, donc encore une fois, pas forcément la vérité totale. Par contre, je suis vraiment content que ce Stewart soit plus parmi nous quand même. Mais finissons sur une note positive et pleine d'amour, puisque je ne vous ai pas encore dit ce qu'est devenu Sandford Clark à la suite de ces 2 années de torture complète. À la suite de l'affaire, Sandford est condamné à purger 5 ans dans une école de redressement pour jeunes mineurs. Il finit par en sortir au bout de 24 mois seulement en raison de son bon comportement. Il retourne ensuite au Canada et se marie en 1935 à une fille qui s'appelle June. Mariage qui dura 56 ans d'amour, c'est plutôt beau. Et comme ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils décidèrent d'adopter 2 garçons, Bob et Jerry, qui eurent à leur tour 9 enfants en tout. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'enrôle dans l'armée canadienne, puis revient et devient postier. Tous les gens qui l'ont connu affirment qu'il ne parlait jamais des événements de la ferme, mais que ça restait quelqu'un de très très bien. Il meurt le 20 juin 1991 à 78 ans d'un cancer. Et sa femme, June, finit par le rejoindre dans la mort 5 ans plus tard. Et leurs tombes sont maintenant côte à côte au cimetière de Woodland. Ah, j'aime quand ça se finit bien quand même, hein. J'aime. Voilà, ça faisait 2 mois que je préparais cette vidéo, elle est beaucoup plus longue que ce que j'aurais cru, mais je suis content de l'avoir fait, je suis content de tout connaître à cette histoire maintenant. Ça me rappelle un peu les histoires que me racontaient mes grands-parents, un peu. Bon, après les histoires de mes grands-parents, il n'y avait pas de meurtre en général, mais grosso modo, ça me rappelle un peu cette ambiance-là. J'ai travaillé dur pour avoir quelque chose du plus véridique possible, mais si jamais vous êtes un expert de cette affaire et que vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je ferai remonter l'info en description. Et si vous voulez avoir plus de détails, il y a un podcast qui dure 2 heures sur cette affaire qui est très très bien, que je vous mets également en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah oui, non, mais j'ai oublié un truc là. Je vous avais parlé d'une erreur sur une vidéo YouTube que j'avais vue. Il disait clairement que, en fait, le fameux Stewart, il mettait les enfants dans le poulailler et qu'il faisait payer le droit d'entrée à des mecs pour que ces mecs-là, ils violent des enfants à l'intérieur du poulailler avant de repartir. Et ça, j'ai vu ça sur cette vidéo et j'étais en mode, mais d'où tu sors cette info ? En fait, moi, dans toutes mes recherches depuis 2-3 mois là,
J'ai jamais vu un truc pareil. Puis ça m'étonnerait beaucoup, Stewart il était immigré là, il connaissait personne, il était très isolé, il était un peu taré, il était jeune, il connaissait personne. Enfin, c'est pas vraiment possible en fait. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme toujours. Si vous avez des histoires comme ça dans votre famille un peu bizarroïdes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, avec le moins de détails possible quand même, merci. Et moi en attendant, je vous fais de gros bisous comme toujours. À plus!